un mot sur cette collection qui est dirigée par Simon Texier. C'est la petite sœur de l'autre. Il y a un gros avantage, c'est que le graphiste est beaucoup plus sage et qui s'est très nettement calmé dans cette collection, et que donc elle a un côté, on va dire, plus lisible, plus apaisé, on dire, que la collection précédente, qui du coup, je trouve, est encore plus accessible. Bon. Et donc, en fait, en réalité, donc c'est le troisième volume de cette collection, qui comprenait un volume sur les maisons bulles et un autre sur les villages vacances famille. C'est ça? Voilà. Donc cet ouvrage m'a été commandé d'une certaine manière. C'est une commande, je dois le préciser, puisque les travaux sur les maisons de la culture datent un peu en ce qui me concerne. Je les ai réactualisés avec quelques collègues qui sont Karine Bonneau, Karine Melière, Hubert Lempereur, Noémie Desquin, Gilles Rago, Raphaël Saint-Pierre et Simon Texier, qui a fait aussi un chapitre consacré à la Maison de la Culture d'Amiens. Donc il y a un essai en fait qui présente le contexte et le programme, effectivement, c'est l'approche qui a été choisie, le programme des Maisons de la Culture, et les questions qu'il soulève du point de vue historique et architectural, et puis une série de chapitres consacrés, c'est comme ça qu'est constituée la collection, à un édifice censé être représentatif, même quand quelquefois c'est un peu curieux, puisque Gilles Rago, par exemple, évoque la maison des jeunes et de la culture de Firminy, qui n'est pas tout à fait une maison de la culture, mais qui à un moment donné a eu un rôle de modèle, pourrait-on dire, parmi les autres maisons de la culture. Alors, un mot sur cette approche d'abord. Cette approche, elle provient de travaux, j'ai dit, qui étaient un peu anciens, qui provient notamment des accords qu'on avait avec Gérard Monnier, puisque nous travaillions dans le cadre des architectures de la croissance, avec une entrée qui était programmatique, avec une hypothèse générale qui était que c'était très intéressant d'avoir une approche programmatique pour l'architecture du XXe siècle, et particulièrement de la deuxième moitié du XXe siècle, puisque cela nous forçait à nous intéresser à des architectures par le point de vue du programme, donc en écartant d'emblée les questions stylistiques ou les questions monographiques, les questions de personnalité importante ou moins importante. On regardait effectivement ce qui s'était produit pour un programme dont on supposait qu'il était nouveau, ce qui n'est pas d'ailleurs une approche vraiment nouvelle, puisqu'on sait bien que le XIXe siècle, par exemple, a été étudié sous l'angle des nouveaux programmes. On avait choisi d'avoir cette approche-là aussi pour le second XXe siècle. Les maisons de la culture, dans ce cadre-là, ont été prises dans un faisceau plus large, qui était les architectures de la culture, qui ont donné lieu à un colloque, une journée d'études plus exactement, organisée par Docomomo International à l'époque, et qui envisageait cet angle de point de vue européen, avec des interventions de collègues ukrainiens, comme par exemple Alexandre Bouriac, qui parlait des maisons du peuple et des palais du travail en Ukraine, ou encore Ariel Katz, qui est là-bas, qui a aussi contribué à ce moment-là à propos des maisons du peuple. Ça s'appelait les architectures de la culture, les relais du pouvoir européen, et c'était un colloque qui était organisé par Bernard Ritoulier et moi-même. Et puis ensuite, Malraux et l'architecture, j'avais été sollicité dans ce cadre-là aussi, puisque les maisons de la culture, on va dire, sont le programme un peu emblématique du ministère des Affaires culturelles qui naît en 1959 avec André Malraux, et qu'il va donc porter avec son infrastructure administrative ce programme et l'inventer d'une certaine manière, avec par exemple Émile Biasini qui va être son bras armé au début au moins de la constitution de ce programme. C'est donc cette chose qui nous avait intéressé, l'idée d'un nouveau programme, et peut-être, allez, une deuxième image pour Isabelle, spécialement, peut-être aussi l'idée que cette question d'innovation programmatique avait trouvé une expression architecturale. Et en fait, bien sûr, on a trouvé quelques cas où les architectes eux-mêmes évoquaient cette question. Ici, je vous montre le hall de la Maison de la Culture de Reims, qui est de Jean Lecouteur, avec d'ailleurs un apport important de Denis Sloan, sur laquelle Jean Lecouteur lui-même s'est expliqué en signifiant que pour lui, l'important c'était que dès l'arrivée dans la Maison de la Culture, on devait percevoir
la nature du programme et la complexité du programme des maisons de la culture qui articulent, je le précise, plusieurs salles de spectacle et des équipements, des lieux de réunion, en l'occurrence une bibliothèque, une discothèque, quelquefois des salles de télévision collective ou des choses de ce type. Et pour lui, le hall de cette maison de la culture, vous voyez qu'il y a une expression assez singulière qui est justement, on perçoit par exemple la sous-face de la salle de spectacle et les espaces sont ouverts sur les différents lieux. Et donc pour lui, ce hall avait cette fonction de faire percevoir cette complexité programmatique. Nous avons pris ensuite un point de vue concernant l'approche qui était une hypothèse qui était celle de finalement appliquer deux grandes catégories qui étaient celles de l'équipement d'avant la Seconde Guerre mondiale pour tester un peu ces deux grandes catégories en regardant les maisons de la culture, qui étaient la catégorie du monument et la catégorie de la machine. Donc ce sont deux approches différentes qu'on a dans les programmes d'équipement public entre les deux guerres essentiellement. Bon, le monument, c'est le Palais du Travail par exemple, ou la Bourse du Travail de Villeurbanne, de Maurice Leroux, et la machine, c'est cette maison du peuple de Clichy dont tout le monde se demande ce qu'elle va devenir, et qui est donc d'un côté des équipements qui mettaient en avant la flexibilité, la modularité, la variabilité des espaces avec des systèmes machinistes et mécaniques, et de l'autre côté, un aspect plus monumental qui était lié à la représentation essentiellement du pouvoir ou des pouvoirs. Bien sûr, ça a marché au début, c'est-à-dire qu'on a trouvé deux bons représentants de ces deux catégories, qui sont la maison de la culture de Bourges, qui est issue d'une maison du peuple, et puis la maison musée du Havre, qui est celle de la Nouvelle Dimitrievitch, et qui comporte des tas de dispositifs flexibles, voilà, et qui donc, par analogie évidemment avec la maison du peuple, pouvaient fonctionner. Mais ensuite, les choses se compliquent, et ce qui est très intéressant dans le corpus des maisons de la culture, c'est en fait les variables entre cet aspect monumental, représentation du pouvoir et du nouveau ministre de la Culture, et puis cette flexibilité, cette variabilité des fonctions intérieures, jusqu'à même une idée qu'avance Émile Biasini, qui est l'imprévisibilité programmatique, puisqu'il énonce dans un texte assez connu qu'une maison de la culture, ça doit être tout, au point même qu'on doit ne pas savoir ce qui va s'y passer et quelles sont les fonctions qui vont s'y dérouler, mais en tout cas que l'architecture ne doit surtout pas être une entrave à la moindre fonction qui peut s'y produire. Donc on imagine le casse-tête de l'architecte. Et en réalité, dans certaines maisons de la culture, il y a, enfin en tout cas c'est ce qui moi m'a intéressé dans le corpus, c'est cette balance entre ce caractère monumental, la représentation du monument, et puis la flexibilité, la nécessaire adaptation. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a envisagé l'ensemble du corpus. Et puis un autre point de vue est celui de ce qu'il en est advenu, puisque les maisons de la culture ont subi, comment dire, des usages, l'insatisfaction du milieu du théâtre notamment, puisque le théâtre a pris le pas sur les autres fonctions, et que le milieu du théâtre est systématiquement insatisfait de l'architecture. Donc il ne vise qu'une chose, c'est à le transformer, et à le transformer en fonction des évolutions de la scénographie, qui sont quelquefois des retours à l'ordre par rapport à la période expérimentale qui caractérise les années 60. Toutes les maisons de la culture du début des années 60 avaient des dispositifs scénographiques expérimentaux, depuis par exemple le théâtre annulaire de Jacques Polieri pour la maison de la culture de Grenoble, où finalement ce sont les spectateurs qui bougent pour apprécier le spectacle qui se passe sur une scène annulaire, dispositif qui a disparu, jusqu'au siège de la salle principale de la maison de la culture d'Amiens qui était rotatif, voilà, ce qui a évidemment gêné beaucoup le milieu du théâtre au bout d'un moment, puisque les spectateurs n'arrêtaient pas de tourner sur leur siège à la place de regarder ce qui se passait sur la scène. Donc en réalité, tous ces dispositifs ont été modifiés avec le temps, et quelquefois un peu de manière, oui, on va dire assez dommageable. Pour un retour notamment à ce que Pierre Sonrel avançait, c'est-à-dire le théâtre à l'italienne modernisé, qui est une sorte de compromis finalement, qui a constitué la majorité des salles de théâtre.
Bon, voilà pour l'évolution, et puis dans certains cas, les tentatives de patrimonialisation. Voilà comment étaient peints, par exemple, les poteaux de la Maison de la Culture de Reims, alors qu'elle était labellisée au titre du patrimoine 20e, qui est un édifice que je vous conseille de visiter vraiment. C'est à la suite de la visite, en fait, de la Maison de la Culture de Reims avec des étudiants qu'on a décidé de travailler sur ce corpus. Voilà. Par exemple, les utilisateurs de la Maison de la Culture de Reims se plaignaient constamment d'un dispositif qui est un grille latéral. En fait, le grille est sur le côté de la scène. Et donc, constamment, j'entendais dire par les usagers, mais quand même c'est incroyable cet architecte, pourquoi il n'a pas fait un grille conventionnel au-dessus de la scène? Et en réalité, c'était une prescription de l'architecte des Bâtiments de France qui ne souhaitait pas que la Maison de la Culture entrave la vue sur la cathédrale, qui avait imposé ce dispositif que l'architecte avait trouvé d'ailleurs dans le théâtre de Malmö, qui est un des théâtres qui comporte un grille latéral. Donc en fait, l'étude de ce programme a permis, le point de vue programmatique a permis d'étudier, je dirais, ce qu'il est advenu de ce programme, comment les architectes ont composé avec, et ce qu'il est advenu aussi dans la durée. Ça aussi, ça nous intéressait, c'est 1959-1983. La dernière Maison de la Culture est inaugurée en 1983. Et donc, c'est un moment qui est assez long. Du coup, elles accusent aussi tous les changements stylistiques. En 1983, les Maisons de la Culture ne sont plus du tout un programme phare du ministère de la Culture, bien sûr. Et donc, ça a occasionné quelques variations intéressantes. Une de mes préférées est une des moins connues, c'est la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, qui est un architecte peu connu, qui s'appelle Daniel Petit, et qui en fait est intéressante parce qu'elle condense un peu toutes ces questions qui se posent entre flexibilité, monumentalité, entre la commande, la réception aussi, qui est très complexe. Ça a été un haut lieu politique, la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, puisque le directeur était Francis Janson, qui a été une personnalité un peu protégée par Malraux et qui a eu un rôle important pour Aya d'Ajoux. Et donc, il y a toutes ces histoires-là qui sont contenues, y compris la dimension politique dans l'histoire de ces édifices qui nous a beaucoup intéressés et que nous avons essayé de relater le plus précisément possible dans cet ouvrage. Voilà. Merci. On m'avait donné 10 minutes.